Vincent Berndt pour l'acceptation de cet échange-là. Et puis, on va peut-être présenter aussi, du coup, je vais laisser Rick et Jennifer présenter le plan un petit peu du webinaire, de quoi on va parler, et puis voilà, on peut y aller. Et on va c'est tous s'appeler parti. avec nos prénoms, hein, rassurez-moi. Oui, on peut tous s'appeler par nos prénoms. Donc, on va parler pendant 7 heures, voire peut-être déborder un petit peu. On a énormément de choses à dire donc, sur ce sujet qui est donc aujourd'hui l'information client dans le transport aérien, notamment sur l'information au sujet de l'empreinte carbone. Donc déjà, on va attaquer par vous, Frédéric et Vincent. Donc, on va voir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous représentez. On va voir un petit peu ce qui est la genèse de l'idée et de la production, de la mise en place, vos cibles. L'expérience de la mise en place, c'est surtout très important. Le côté client et le côté entreprise, puisque bien sûr, il faut que ça corresponde à tout le monde. On va parler de coûts, on va parler de futur et surtout, après, ce que vous avez à adresser aujourd'hui comme message à la profession et à tous les professionnels du tourisme. Parfait. Alors, pour l'animation, avec Jennifer, on va essayer de se relayer pour les questions, qu'il ne faut pas de trou et qu'on ne se marche pas sur les pieds. Donc, je prends la parole. Donc, je vais vous demander à Frédéric et à Vincent de vous présenter chacun votre tour. Donc, vous présenter rapidement, personnellement, et également votre entreprise pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On commence par Frédéric, au hasard. Allez, commençons par Frédéric. Donc, Frédéric Pillou, je suis directeur digital du groupe Digitrips, dans lequel il y a une entité qui s'appelle Mr Fly et sur lequel on vend principalement de l'aérien, même si on vend du vol, du package, toutes les lignes de produits du voyage. Mais il est vrai que la ligne la plus facile, et je n'ai pas dit que c'était facile, mais la plus facile à traiter pour l'instant sur ces sujets, ça reste l'aérien. Et nous, chez Mr Fly, on s'est donc lancé dans afficher de la façon la plus transparente possible tout ce qui est émissions de CO2 sur les vols. Mais voilà, je passe la balle à Vincent pour les présentations avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Top, merci. Donc Vincent Berndt, chef de projet outils chez Airwigo. Airwigo, c'est un service transport clés en main. Ça veut dire qu'on travaille pour le compte de différents tour opérateurs et agences de voyage qui ont décidé en quelque sorte d'externaliser les services transport pour qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier qui est la production de voyages. Donc on négocie pour eux auprès des compagnies, on s'occupe de l'émission, du SAV, etc., etc. L'idée, voilà, c'est de leur laisser leur valeur ajoutée qui est la production de voyage. Nous, on a mis en place aussi l'information carbone depuis près de 2 ans, on va en parler un petit peu plus tard. Et à titre personnel, je suis aussi très engagé au niveau de l'environnement et j'ai un avis aussi un peu arrêté sur l'impact de l'aérien et du voyage, en étant conscient que ce n'est pas la fin du voyage ni de l'aérien, mais qu'il va falloir qu'on change les choses. Mais merci à tous les deux pour cette petite présentation. On ne peut pas tout dire non plus, parce qu'il faut garder un petit peu de mystère donc pour la suite du webinaire. Là, on va vraiment parler en fait de la genèse de cette idée, de cette mise en place et surtout comment on le met en place dans la production derrière. Donc, il y a des petites questions qui s'accompagnent sur cette petite thématique. Donc, déjà, pourquoi l'information client sur l'empreinte carbone et le service des compagnies aériennes est un sujet déjà qui est important pour vous et les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que cet engagement est une demande du client? Est-ce que c'est un marché qui est en essor ou ça provient tout simplement d'un propre engagement sur la durabilité? Comment on met en place justement cette information client, donc l'empreinte carbone, et jusqu'où vont vos services? Donc, on repasse la main à Frédéric Pillou. Allez. Il y a plein de questions dans ta question. La première, je pense que ça devient un must-have déjà. Ouais. Mais alors, pas forcément de la part du client final, hein, soyons réalistes. Le client final, dans son acte d'achat aujourd'hui, j'avoue que je suis assez sceptique. Quand on ne voit rien, nous, sur nos interfaces web, où on a des clients finaux derrière qui montrent une quelconque réaction par rapport à ça, ils prennent l'info, voilà, un petit peu point barre et ainsi de suite. Mais par contre, là où ça devient un must-have, c'est qu'il y a une pression sociétale pour remonter cette info. Donc, il n'y a pas de débat, il faut la voir, il faut l'afficher. Après,
l'avoir, l'afficher. C'est là où, quand on commence à rentrer dans le détail, il y a 25 méthodes de calcul, pas une qui calcule de la même façon, et avec des écarts entre les méthodes de calcul qui vont de 1 à X. Et à un moment, quand on est un marchand comme nous qui va prendre la responsabilité d'afficher ça, il y a un vrai débat de quelle méthode de calcul je vais prendre. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là, mais c'est déjà un vrai point clé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de norme. Et on aurait tendance à utiliser la norme qui est celle de l'ADEME, mais même l'ADEME, en fait, quand vous grattez ce qu'affiche et ce que propose l'ADEME, en fait, l'ADEME affiche une norme qui a été plutôt orientée par les compagnies aériennes et qui a tendance à minimiser clairement la réalité, et en particulier en ne tenant pas correctement en compte les traînées sur les condensations. les traînées de condensation sur les vols. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, je ne suis pas un expert du détail de tout ça. Mais nous, le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire, de toute façon, à un moment, autant afficher la pire, la worst case scénario de la méthode de calcul, parce qu'en fait, d'un point de vue marchand, ça ne va pas changer tes volumes de vente. Et autant te rendre avec un affichage qui n'est pas attaquable. C'est-à-dire que si tu mets le pire du pire du pire, on ne pourra jamais te reprocher d'avoir fait le calcul le plus mauvais ou intégrant le plus de choses. Donc sur le fond, autant il y a les caches là-dessus. Et c'est loin d'être le cas sur la planète web. Et il suffit de faire 3 comparaisons entre des sites internet pour voir que personne ne calcule de la même façon et que beaucoup de clients ont tendance à minimiser. Mais le débat, c'est de se rendre pas attaquable soi-même en tant qu'entité. Donc, ça a été notre parti pris, ça a été de dire on prend la méthode de calcul la plus stricte. Et l'autre parti pris, c'est de se dire on va pas le faire nous. Parce que si moi, Mr. Fly, même je vends de l'avion, j'en vends beaucoup, en quoi je suis légitime pour faire une méthode de calcul parce qu'il y a des tas de personnes qui savent faire ça. Et donc, pour ne pas être attaquable sur la légitimité, c'est là où on a cherché un partenaire qui pouvait nous faire ça. Et on a trouvé une ONG qui est allemande. J'aurais même tendance à être déçu de ne pas avoir trouvé une ONG française capable de faire ça sur le fond. Mais c'est, entre guillemets, pour mettre une couverture par-dessus tout ça, pour dire, voilà, nous, on prend une méthode de calcul. Voilà la règle de notre méthode de calcul. Mais en plus, la règle, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. C'est on prend celle de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, quand on est agent de voyage, machin, aujourd'hui, il ne faut pas chercher nous-mêmes à avoir la légitimité d'avoir ces règles de calcul. Il faut la transférer sur quelqu'un d'autre qui va très loin dans la méthodologie. Dire, voilà, les choix qu'on a faits, c'est cela, être capable de les expliquer, ce que je viens de faire, pour se rendre pas attaquable, parce qu'effectivement, rien n'est parfait sur le sujet. Et donc, à un moment, il faut donner l'info la plus transparente, la plus, entre guillemets, catastrophique, ou je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faut utiliser, possible. Mais il ne faut pas donner d'angle d'attaque là-dessus à une association de consommateurs ou à quelqu'un d'autre qui irait vous dire, vous faites du greenwashing. Non, on ne fait pas de greenwashing, en l'occurrence, on y va. On dit le pire du pire. Et that's it. Donc après, je ne sais pas comment, Vincent, tu fais de ton côté, mais je te passe la balle. Merci. On avait exactement les mêmes contraintes, les mêmes questionnements qu'on a eu quand on a mis notre outil en place. Nous, on n'a pas la taille de Airwayfly, du coup on avait aussi des contraintes techniques et financières, on va dire. Nous, on s'est plutôt basé, Frédéric Odiger qui a l'initiative de ce projet, avec Affidium, on est parti sur la méthode de calcul de l'OACI. Méthode de calcul de l'OACI qui a, faut se l'avouer, tendance à un petit peu sous-évaluer les émissions de carbone en comparaison des autres moteurs de vol. Néanmoins, l'idée reste la même, c'est de donner une information au client. On a aussi l'avantage d'être en B2B, pas en B2C, du coup on est un peu moins visible, on peut être moins attaquable, on a moins cette aura publique que peut avoir Mr. Fly, mais en tout cas on partage la même motivation, qui est de donner l'information au client. Ensuite, cette information, au fur et à mesure des évolutions de la législation, on va pouvoir la rendre de plus en plus fiable. Et on va aussi en parler, j'imagine, que l'Union européenne a
à légiférer comme quoi les compagnies aériennes pourront mettre à disposition, c'est toujours pas une obligation, mais ils pourront mettre à disposition auprès du passager le fait d'avoir une information sur le vol. Donc ça va dans le bon sens. L'idée, c'est d'avancer, d'aller dans le sens de l'histoire, de mettre à disposition une information, quitte à ce qu'elle ne soit pas exacte, mais avançons, donnons cette information. Voilà pour la genèse. Je ne sais pas si vous voulez qu'on avance encore sur un sujet ou deux. Alors moi, ce que je peux vous expliquer dans les petites complexités techniques, c'est, alors, chez Air Wigo, vous avez peut-être moins cette difficulté, est-ce que vous couvrez moins de destinations que nous, je suppose, même si vous en couvre couvrez quand pas même la mal. planète. Ah, bon, voilà, donc tu as la planète. Mais en fait, la difficulté, c'est de mettre à jour des bases de calcul basées sur toutes les rotations de toutes les compagnies dans le monde entier. En fait, ça se fait par échange de fichiers avec les opérateurs, avec, par exemple, qui nous on travaille, et on se bascule des fichiers de data qu'on met à jour tous les 2 ou 3 mois pour récupérer la data la mieux. Alors, c'est toujours des approximations, parce qu'en fait, quand vous êtes dans le détail de la règle de calcul, ce qui va faire. Après, peut-être, j'essaye Vas-y. peut-être on va parler de l'expérience de la mise en place après. Là, l'idée, c'était Ouais. quand même de parler de la genèse de l'idée et la production. Est-ce que, en gros, c'était l'information client, est-ce que vous faites, c'est une demande qui vient des clients, du marché et, euh, et, euh, et voilà, peut-être on en reparlera plutôt dans l'expérience de la mise en place. Est-ce que c'était compliqué à mettre en place a posteriori pour essayer d'avancer? Du coup, Ça, on le verra rentrer tout dans le à l'heure détail? après Ouais, voilà, c'est ça. dans la mise en place. Mais là, en tout cas, à travers cette genèse et donc cette idée de production, on voit vraiment en fait l'engagement de vos sociétés justement de s'engager sur la durabilité justement et de fournir aux clients les meilleures informations possibles malgré, comme vous dites, les différentes méthodes de calcul qui sont approximatives. On fait avec ce qu'on a. Il y a tellement de choix, donc du coup, on se base sur quelle société à côté pour pouvoir avoir les bonnes informations. Mais c'est surtout que c'est une volonté propre de montrer en fait au client l'empreinte carbone qu'il peut avoir quand il va acheter tel vol, tel voyage, etc. Donc ça, c'est aussi très important. C'est une volonté en fait de se mettre en place dans l'avenir et d'emprunter le chemin de la durabilité. Tout à fait. Enfin, nous, on n'a pas non plus vu de changement par rapport à la mise en place de cette information en carbone auprès de nos clients. En plus, on est quand même dans une période post-Covid où le marché n'est pas encore stabilisé. C'est beaucoup d'Europe, ça va de plus en plus vers le moyen et long courrier. Du coup, on n'a pas de recul pour voir s'il y a un vrai impact sur le fait d'avoir mis cette information auprès du client. Bon, et est-ce que tu peux préciser, parce que pour bosser c'est beaucoup avec des tours opérateurs en B2B de notre côté, c'est pas parce que nous on l'a mis en place que de leur côté, les acteurs avec qui on travaille en B2B, parce qu'on n'est qu'un bout du maillon de la chaîne, et c'est pas parce que moi je donne l'info à mes partenaires que mes partenaires vont la récupérer et l'afficher. Parce que ça, c'est encore d'une autre complexité. Et en plus, l'afficher comment dans le cadre d'un package, avec quelle méthodologie, et voilà, ça pose d'autres questions. C'est là où je reviens à dire, la partie purement aérienne, même si elle est complexe pour tout un tas de raisons, reste la plus simple à calculer aujourd'hui. Mais dès que vous basculez dans un package, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'acteurs du package qui l'affichent clairement, cette data, dans l'acte d'achat. J'en connais pas, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider au cas où en backup. Mais des tours opérateurs qui vendent des packages, qui détaillent cette info lors du processus d'achat, je serais curieux de savoir si vous en avez en tête. Je lance la question, là, comme ça. Non, enfin, moi j'en connais qui sont en train de travailler sur le sujet, comme j'imagine peut-être la plupart, mais à date, personne n'est capable de le faire, à ma connaissance. Pour revenir un petit peu justement sur vos cibles, pour repréciser, en fait, toi Frédéric, donc en fait, tu es mixte B2C et plus ou moins B2B2C. Oui. Et Et Vincent, B2B. c'est B2B aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez les deux un peu repréciser vos cibles et voir justement, quand vous avez plusieurs cibles différentes, comment vous traitez le sujet? Est-ce que vous le traitez de la même manière ou pas? Concrètement, Frédéric, sur le moteur de recherche de Mr. Flight, je ne sais pas s'il y a une différence sur la partie Moi, B2B. que ce soit B2C, B2B, je fiche la même info, parce qu'en fait, il n'y a pas 1200 infos de la même façon. Donc, en tout cas, j'ai pas de façon de traiter l'information en fonction des cibles clients. Voilà, tout simplement. Après, en fait, et juste pour revenir,
le client final aujourd'hui, ça l'importe assez peu comme data. Par contre, là où ça va importer, je travaille avec des gros e-commerçants qui s'appellent Cdiscount, VP, Showroom. Eux, en fait, je me retrouve à discuter avec leur équipe RSE qui sont hyper preneuses de ce type d'infos. On travaille aussi beaucoup avec des acteurs qui font un peu de corporate, qui sont très preneurs pour leur bilan RSE et ainsi de suite, d'avoir ces datas. C'est là où il y a un intérêt B2B important. C'est que dans le cadre des restructurations, des nouvelles législations RSE des entreprises, alors je ne suis pas non plus un spécialiste, mais je sais qu'il y a différents niveaux de logique RSE qui vont s'imposer dans les entreprises dans les années qui arrivent, et c'est en fonction des tailles d'entreprise. Ça va devenir obligatoire d'avoir ce type de data. Donc à un moment, il y a aussi une législation et une contrainte B2B qui s'impose et qui fait que ce point-là devient impératif pour des PME et ainsi de suite. J'avoue, je sais aujourd'hui que ce n'est pas un sujet que j'ai abordé avec les tours opérateurs, ils ne m'en parlent pas. Par contre, d'autres opérateurs hors du domaine de voyage ont ces préoccupations parce que ils voient les contraintes légales qui arrivent et ils décident dès maintenant de rentrer dedans. Vincent, Oui. donc au niveau d'Irwigo, comment ça se passe? Donc il y a un seul type de cible, en fait, c'est que du B2B. Donc en fait, c'est qui les cibles? C'est des tour opérateurs uniquement? C'est des tours opérateurs, agences de voyage, à qui on donne du coup cette information, sur laquelle qu'on va améliorer au fur et à mesure, hein, avec des nouvelles méthodes de calcul, qu'on va pouvoir redescendre à différents niveaux aussi, à différents moments, on va dire, du cycle d'achat, que ce soit au niveau du devis, de la réservation, et même peut-être après, si un jour les informations des compagnies peuvent être à jour après voyage pour savoir exactement les émissions carbone émises par passager, parce qu'ils auront les informations du remplissage, etc. L'idée, c'est de donner ces informations. Mais du coup, cette information, on la donne aujourd'hui dans le cadre de la vente aérienne. Et l'idée, on est en train de travailler dessus, c'est aussi de le donner, comme Frédéric mentionnait, de le donner dans le cadre des équipes RSE. On a certains clients qui veulent développer cette partie RSE et travailler pour avoir des certifications telles que B Corp, pour lesquelles ils auront besoin d'avoir ces informations pour l'ensemble de leurs clients. C'est du coup hyper important d'avoir cette donnée, et ensuite c'est important de savoir ce qu'on en fait, autant par différents moyens tels que la compensation carbone, que par des choix stratégiques qui peuvent être faits pour prendre peut-être, favoriser en tout cas des choix, des vols directs, pardon, ou telle compagnie parce que l'âge moyen de la flotte est plus récent, etc., etc. En tout cas, le point de départ, c'est d'avoir une information fiable sur laquelle se baser, et ensuite pouvoir avoir des points de comparaison pour pouvoir avoir des KPI pour savoir est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on régresse, est-ce qu'on est flat. Mais du coup, c'est important de commencer par ça. Et la transmission de l'information donc aux clients, oui, en fait, elle est venue de Irwigo, ou en fait, c'est suite à leur demande? Donc, sous-entendu, est-ce qu'il y a des différences dans la manière dont les informations sont transmises aux différentes cibles? Nous, aujourd'hui, à ma connaissance, elle n'est pas distribuée aux clients voyageurs. Nous, on la donne uniquement en B2B, et pour le moment, ils ne la retransmettent pas. Encore une fois, parce que ça pose plein de questions, surtout dans les offres packagées. L'information aérienne, c'est important, mais après, dans l'offre packagée, il faut qu'ils donnent aussi les informations concernant le terrestre. C'est aussi quelque chose qui est difficilement comptabilisable, mais ils sont en train de travailler dessus, en tout cas les clients à qui je pense. Donc c'est un processus en cours qui prend un peu de temps parce que infiniment technique et touchy, qui mérite de prendre le temps et d'avoir des informations fiables, vérifiées, et dans le cadre d'une stratégie moyen terme. Alors justement, si on rebondit un peu sur la partie de la mise en place, Frédéric, à ton niveau, est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Concrètement, ça se traduit par un certain nombre de tonnes de CO2 par vol quand on regarde les moteurs de recherche, mais tout le travail en amont, est-ce que ça a été compliqué ou facile? C'est quoi les principales difficultés auxquelles toi, tu as été confronté dans cette mise en place? Moi, ma difficulté, c'est que je suis dans une logique de vente web où il faut que je réponde le plus vite possible avec le maximum de data et de combinaisons de vol à l'instant T. Donc, dit autrement, ça se compte. Quand je lance une requête au GDS et à mes différents connecteurs, il faut que je récupère toutes les datas qui me renvoient, que je rajoute le scoring et toutes les infos CO2 dessus, que je les agrège parce que
on mixe des vols et ainsi de suite, tout ça en moins de 10 secondes. Pour donner une réponse vite. Donc, il y a un vrai enjeu de complexité. Alors, dans mon monde et dans notre façon de vendre, qui est de la vente en ligne, web, que ce soit pour une agence de voyage et ainsi de suite, il y a une vraie difficulté technique pour faire tout ça, parce que ça revient à faire tourner des quantités de data en live rapidement avec des méthodes de calcul derrière. Donc, ouais, franchement, c'est pas si simple que ça. Et en plus, on voit rapidement que les bases de données avec lesquelles on travaille ne sont jamais totalement complètes parce qu'il y a certaines compagnies qui ne donnent pas clairement leur info, parce que quand tu couvres à l'échelle du monde, bah forcément, tu n'as pas toute la base de données de tous les vols du monde et ainsi de suite. Donc, tu es confronté à tout un tas de trucs où tu dois faire des choix et des choix d'affichage, d'afficher ou pas quand tu as une info approximative, d'afficher. Enfin, donc, au départ, ça me paraissait simple et in fine, quand tu rentres dedans, c'est loin d'être simple d'un point de vue technique pur. C'est encore chez nous un work in progress parce qu'on sait tout ce qui reste à faire pour réellement le faire bien. Voilà mon partage, mais c'est vraiment très loin d'être simple. Et tout à l'heure, Vincent parlait d'une législation européenne qui annonce une règle de calcul unique. Pour l'instant, j'ai bien repéré qu'ils n'avaient pas donné la règle de calcul unique. Autant vous dire, il va y avoir un lobbying de malades des compagnies aériennes qui gagnent toujours en plus parce que pour choisir la règle de calcul unique, et autant vous dire que la règle de calcul unique, aucune ONG de la place sera d'accord avec et que d'un point de vue client, elle vaudra que de chi. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. Voilà, c'est pour ça, moi j'attends de voir la règle de calcul, comment elle est appliquée, mais s'ils n'ont pas déterminé la règle, c'est qu'ils savent très clairement que c'est le sujet le plus touchy de l'histoire. Donc c'est très bien d'avoir des choses qui se passent au niveau de l'Europe, mais toute la difficulté réside dans les détails. Et là, je pense qu'on va bien rigoler quand on arrivera dans les détails, parce que le lobbying des compagnies va faire pour que ça aille dans leur sens très clairement. Mais aujourd'hui, concrètement, par exemple, pour Mr. Fly, la méthode de calcul, c'est celle d'Atmosphère, mais Oui. les données viennent de qui, en fait? Viennent des compagnies aériennes? Non, les données sont des données que recueille Atmosphère sous différentes sources de data, parce qu'il y a les horaires des vols et ainsi de suite, donc ça, tu les récupères, c'est à peu près lisse. Après, il y a les taux de remplissage des compagnies aériennes, donc ça, hormis les compagnies aériennes et axe par axe en plus. Voilà. Après, il y a les typologies d'appareils et ainsi de suite. C'est un cumul de data qui fait une règle globale. Mais dans ces cumuls de data, il y a des endroits où tu sais que le taux de remplissage, c'est forcément une moyenne lissée sur une période. Donc, c'est forcément à moitié bidon parce que mon taux de remplissage l'année dernière n'est pas mon taux de remplissage du jour J. Bon, mais après, il faut accepter que par défaut, une règle est forcément imparfaite. En plus, je veux savoir qu'une compagnie, elle t'indique qu'elle va voler sur un vol, mais qu'elle va voler peut-être in fine voler sur un autre vol. C'est aussi des choses qui arrivent assez couramment. Donc, tu as un cumul de data imparfaite et in fine, une règle de calcul est déjà aujourd'hui mécaniquement un cumul de data imparfaite. Il y a un moment, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Mais quand tu vois que quand tu essayes d'appliquer la méthode plus stricte sur chacune des lignes de calcul, et le fichier de ligne de calcul, je crois qu'il y a 70 variables dedans, on va dire, mais chacune est discutable, en fait. Donc, pour avoir une méthode de calcul au niveau européen harmonisée, j'attends de voir. D'accord. Mais sans entrer trop dans les détails techniques, ça veut dire que toutes ces datas, à un moment donné, il y en a une partie qui sont maîtrisées par exemple, Mr. Fly. Ça veut dire qu'un autre comparateur qui En se l'occurrence, prévaudrait d'utiliser Atmosphère. Aucune. Mais ce que fait Atmosphère, c'est qu'il donne un échantillon de data, disons 70, par vol et ainsi de suite, et il laisse chaque acteur libre d'appliquer la méthodologie de calcul qu'il veut. D'accord. Donc ça veut dire en détaillant les méthodologies, et c'est pour ça que chaque acteur, nous on a pris ils disent, il y a 10 façons de calculer, ils disent faites celle que vous voulez, c'est pas à nous de juger celle qu'on veut. Voilà. Nous, on a fait un parti pris de prendre la plus restrictive, mais ce n'est pas forcément le cas d'autres. D'accord. Donc, et en l'occurrence,
Je parole à connais des Vincent. comparateurs de prix leaders du marché qui utilisent Atmosphère et qui n'ont pas du tout la même méthode de calcul. Voilà, c'était le sens de ma question. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que derrière, on met un petit label ou on dit méthode de calcul atmosphère que derrière, on va avoir les mêmes résultats. Oui. Il complexifie au niveau de… Encore plus. C'est clair. Et au niveau de Vincent, ce sujet-là, comment toi tu l'abordes? Non, mais exactement de la même façon. D'un point de vue technique, on est confronté aux mêmes contraintes, aux mêmes difficultés, aux mêmes variables qui changent de tout au tout, ou presque. Donc là, j'ai rien à rajouter. Après, d'un point de vue un peu plus philosophique, la mise en place de cet outil, il a été très simple d'un point de vue philosophique parce qu'il n'est pas contraignant. C'est juste une information, un indicateur qu'on donne. Du coup, là-dessus, il n'y a personne qui nous a dit quoi que ce soit, il n'y a personne qui a mis un frein là-dessus. C'est une information qu'on met comme le prix est une information. Mais après, techniquement, oui, c'est une toute autre affaire. Pour revenir au nombre de vols, dans ce que disait Frédéric, c'est en fait, il y a une partie des vols sur lesquels il n'y a pas de data. Est-ce que tous les deux, vous arrivez à estimer par rapport à ce que vous proposez le pourcentage de vols pour lequel on n'a pas de données? En fait, on regarde sur les recherches, on dit, bah, il y a peut-être un 30%, bah, il n'y a pas cette donnée, donc en fait, si on veut comparer, c'est très, très gênant. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, un ordre de grandeur? L'ordre de grandeur, chez moi, je dirais 5% des vols, on n'a pas de données. Et on a pris le parti de dire qu'on ne la donne pas. On pourrait dire qu'on fait une estimation un peu au bazooka pour dire quelle serait la consommation carbone, mais on a pris le parti de ne pas la donner pour ne pas se tromper. Et voilà. Alors, on a fait exactement même partie de quand on n'a pas la data ou quand on n'a qu'un bout de la data, parce que vous pouvez avoir plusieurs segments de vol. Ça ne veut rien dire donner un bout d'un segment de vol sans donner l'autre. Donc, on a pris le parti de ne pas le dire. Après, moi, il est un peu plus large. Moi, je suis plutôt à 10%. Alors après, la différence d'Airwigo et Figo va principalement bosser avec des TO qui ont des routes établies. Alors que moi, c'est un client qui va demander le monde entier dans tous les sens, avec des départs de l'étranger aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai plus d'écart. Après, voilà, il y aura toujours des trous dans la raquette. Il y aura toujours des compagnies où c'est pas bien calculé. Mais voilà, c'est des choses qui vont aussi évoluer dans le temps. Donc ça me rassure. Après, sur le fond, je pense que Vincent comme moi, il y aurait une méthode officielle, validée, un critique, on adorerait, hein, ça nous éviterait des tas de débats. Et c'est d'ailleurs le problème de fond de toute cette histoire. Hein, et c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas une méthode qui fait foi et qui est… Ah, Frédéric nous a quittés. Ah, ouais. Frédéric, on ne t'entend plus. Alors, du coup, on va peut-être en profiter pour aussi rebondir sur ce que Frédéric Dautuil disait dans la conversation, qui partageait du coup avec nous sa méthode chez Monde Authentique. Eux, ils ont décidé de calculer les moyennes d'émissions CO2 par voyage et du coup d'indiquer la différence moyenne entre les vols internationaux directs et les vols via, les vols intérieurs et les moyens de transport alternatifs à destination. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, je suis passé par Ouais. un cabinet belge, parce que je n'en ai pas trouvé en France. Et on veut sensibiliser nos clients voyageurs à la différence de l'empreinte écologique, de l'empreinte CO2 entre les vols directs et les vols via. Même chose à destination, on voudrait promouvoir les déplacements avec des modes de transport alternatifs plus doux, c'est-à-dire mettre du train à la place d'un vol intérieur, par exemple. Et donc, sensibiliser notre clientèle aux différences de prix, mais aussi en termes d'émissions de CO2. Voilà, on est dessus depuis 6 mois, c'est un casse-tête. On a fourni, surtout quand on fait du sur-mesure, parce qu'on n'a pas de circuit ou d'itinéraire préétabli, donc on a fourni un échantillon plus ou moins représentatif des voyages que nous vendons à ce cabinet de consulting en Belgique, qui nous a fait une moyenne, alors non pas de l'émission uniquement du transport aérien, mais de l'émission, de la contribution carbone de l'ensemble des composantes du voyage, c'est-à-dire le transport, mais aussi les hébergements et les activités à destination. Non, ça va plus loin qu'aujourd'hui. Justement, toi, tu es dans l'étape d'après sur le package avec une complexité double, du coup.
Ben, c'est toujours l'aérien qui se fait bâcher, et même si l'aérien est très largement, à la fin, c'est entre 85 et 95% quand même, hein. Mais comme on ne bâche que l'aérien, je voulais donner une information la plus juste possible à nos clients voyageurs. Oui, en fait, on est au point aujourd'hui où ça avance doucement, mais qu'en fait, le point de départ, il faudrait déjà que les transporteurs fournissent en fait ces datas au niveau de leur émission de CO2, donc sur les transporteurs, les hébergements, etc., pour qu'ensuite les sociétés comme Atmosphère puissent recueillir ces données, toutes ces datas, etc., et puissent après fournir en fait derrière au cabinet auquel tu consultes Frédéric, que ce soit Vincent ou Frédéric Pilou aussi, pour qu'après vous puissiez avoir des informations qui soient finales, et comme le disait aussi Frédéric Pilou, justement, avoir en fait une méthode de calcul officielle pour tout le monde, et que chacun ne fasse plus sa sauce dans son coin, parce que du coup, en fait, les données vont se croiser, mais l'un n'aura pas la même chose que l'autre, et donc, chez qui on va aller voir après, hein. Et en fait, on ne saura jamais. Et ça a été vraiment le ça. début. Moi, quand j'ai commencé à creuser le truc, mais je suis resté complètement halluciné, puisque tous les comparateurs indiquent une empreinte CO2 par passager. Or, ma première réaction a été de dire, mais que je monte dans l'avion, que je monte pas dans l'avion, l'empreinte sera la même. Donc effectivement, et Vincent ou Fred, l'un des deux, disait qu'il fallait pondérer ça sur le taux de remplissage. Fred disait aussi que ça dépendait du modèle d'avion, et la compagnie aérienne se réserve le droit de changer son Airbus par un Boeing à l'aéroport, carrément. Donc on ne pourra jamais le savoir. Et c'est pour ça que j'ai préféré, de façon transparente, indiquer à mes clients voyageurs qu'on parlait toujours de moyenne. Et il y a un détail qui, je crois, qui n'a pas été dit, c'est que quand même depuis, alors Vincent et Frédéric, vous êtes meilleurs que moi sur ce coup-là, mais depuis, je sais pas, 5 ou 10 ans, nous sommes obligés d'indiquer l'empreinte carbone, et ça sort automatiquement via les GDS. Donc, je ne sais pas si vous avez une information précise là-dessus à nous donner, mais je sais que c'est obligatoire et que les GDS doivent fournir ça. Et quand on achète en ligne sur le site d'une compagnie aérienne, ça y est. Moi, chaque fois que j'ai acheté en ligne sur le site d'une compagnie aérienne, l'information m'a été donnée. Moi, j'utilise que Amadeus, et c'est indiqué sur Amadeus. Oui. C'est le cas. Après, il y a des contraintes techniques lorsqu'on interroge le GDS. Au moment de ce qu'on appelle du shopping, lorsqu'on interroge les différentes propositions pour un vol, on n'a pas l'information du CO2 à ce moment-là. Sauf si on fait plusieurs requêtes au même moment pour ensuite comparer et donner l'information carbone pour un vol précis. Mais du coup, ça demande plusieurs requêtes qui impliquent plusieurs autres contraintes. Alors moi, j'ai une question pour rebondir là-dessus, donc pour Frédéric et Vincent. Donc du coup, sur votre site, au moment où on va faire notre shopping et qu'on va acheter en fait vos vols, à ce moment-là, il y a l'information carbone qui est précisée. Est-ce qu'une fois qu'on a émis le billet par vous, est-ce que l'information est aussi représentée derrière, comme le font les GDS, comme Amadeus par exemple? Oui. Nous, elle est donnée dans tout le process d'achat de bout en bout. Et aussi avec des fichiers pour nos partenaires à plat pour qu'ils fassent leur propre reporting. Okay. Et nous, on est en train de travailler dessus pour que ça soit exploitable et puisse être mis partout là où c'est pertinent de le mettre. Oui, voilà, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu… c'est comme vous dites, c'est approximatif, on l'a vu au fur et à mesure. Et donc, justement, côté client, on en a parlé depuis le début, on n'a pas vu forcément de changement de comportement donc, dans la clientèle par rapport au fait d'avoir mis en avant cet élément de l'empreinte carbone dans les achats aériens. Est-ce que du côté des clients B2B, notamment pour vous deux, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce qu'on vous a fait part de quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu un accueil favorable, ou est-ce que tout continue un petit peu comme avant, hein? Alors nous, chez Misterfly, on bosse beaucoup avec les gros réseaux de distribution, les Leclerc, les Carrefour, les Salins et ainsi de suite, qui étaient très contents d'avoir cette info sans avoir à la galérer, à la sortir par eux-mêmes, mais qui nous disaient, mais là, Eric pourrait parler. Eric, il a plus souvent des vrais clients en face. Aujourd'hui, le nombre de vrais clients qui va venir en posant cette question, je pense qu'il n'existe pas. Personne ne vient en allant acheter son voyage avec cette question. Et pour que la question existe, faudrait-il qu'il y ait un référentiel commun.
vu que j'avais été déconnecté. La règle de calcul qui est sur GDS, je ne la connais pas, mais c'est aussi, en fait, il n'y a pas de règle de calcul, mais sur rien, donc il n'y a pas d'échelle de valeur. Donc avant que ça devienne un critère qui puisse intéresser le client, il faut une échelle de valeur commune derrière tout ça. Ça arrivera, ça prendra du temps, à mon avis. Peut-être que c'est ce fameux 2025 avec cette règle de l'Union européenne, mais voilà, j'espère, hein, franchement, je serais ravi que ce soit le cas. Mais j'ai peur qu'elle soit très rapidement contestée ou pas. On verra justement ce qu'ils nous feront. Parce que s'il y a une échelle de valeur commune, que tout le monde affiche la même chose, parce que ça, c'est le vrai point clé qui va faire que les trucs ont du sens, à partir de là, une vraie éducation du client peut se faire. Mais avant, voilà, on est au premier pas, voilà, pour le dire gentiment et clairement. Et surtout, ces premiers pas ne doivent pas nous dégager de faire d'autres choses, c'est-à-dire le premier pas, c'est de donner cette info à nos clients quand on vend du vol sec, mais après, sur nos autres activités, où il y a du package ou ainsi de suite, de prendre des engagements directement ou via des supports professionnels comme l'initiative du CETO sur le sujet, pour dire que la profession, et pas individuellement, on peut faire des trucs individuellement et c'est très bien, mais à un moment, il faut aussi que la profession en global s'engage derrière. Et vu que dans le tour operating, c'est très compliqué, je vous renvoie, alors j'étais au forum du CETO hier, qui présentait son faux de dentation sur le truc, mais qui est une excellente initiative. Il y a 24 tours opérateurs, on en fait partie, mais il y en a plein d'autres, qui sont engagés à donner à un fonds qui est le fonds Livelihoods, qui est aussi celui soutenu par Voyageurs du Monde, pour financer des actions liées à tout ça. Une fois de plus, c'est une petite goutte, mais à un moment, il faut tous qu'on s'engage à informer le maximum possible et à avoir un niveau d'action derrière. Après, Frédéric, cette petite goutte, est-ce que tu as une échelle? Parce que moi, on m'a parlé de trucs à 1 euro ou 3 euros avec le CETO, ce qui a le mérite d'exister. Avec le CETO, la règle est que chaque acteur met en fonction de ce qu'il souhaite et après à lui de communiquer auprès de ses clients ce qu'il a envie de communiquer. D'accord, mais ce n'est pas du rachat, c'est une petite contribution. C'est une petite contribution. Parce que le cabinet de consulting que j'évoquais tout à l'heure me donne des échelles entre 100 et 150 euros par voyageur. Mais là, en fait, la question, Fred, quand tu dis ça, c'est est-ce qu'on a des structures qui ont la capacité de compenser intégralement? La réponse, quand je vends du vol sec, moi, strictement pas. Je n'ai aucune, même les plus grands géants mondiaux n'ont pas la capacité de faire cette compensation et de la financer. Donc, à un moment, il faut être réaliste. Et dans la partie Théo, en fonction de ce que tu vends, tu as un niveau de marge supérieur et en fonction de ta clientèle, tu peux faire des choix ou pas différents. Mais le fait... Non, mais moi, l'idée, c'était de proposer la compensation à mes clients. Ce n'était pas que Monde Authentique prenne ça sur ça. Sinon, voilà, à la fin, je suis en déficit. Hein. Voilà, mais tu verras que tu peux le proposer, mais tous ceux qui l'ont fait te diront que personne ne le fait. Et que c'est pas... c'est un joli moyen de te décharger du problème sur ton client. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais nous, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on sait très bien, on a parlé avec les Air France, avec tous ceux qui l'ont fait, ils nous disent ça ne fait rien, aucun client le fait parce qu'en fait, il ne comprend pas ce que ça vient faire dans son parcours d'achat et ce n'est pas leur problème du moment. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de soutenir l'initiative du CETO. C'est à un moment, ça ne nous dédouane pas de nous, profession, faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on peut faire. Effectivement, ça ne sera jamais assez si tu calcules, et en plus, suivant la méthode de calcul, ton coût peut exploser de 1 à 10. Donc, à un moment, c'est mais ça ne doit pas te dédouaner de dire à ton client, bah, 1, j'affiche la faute, 2, je contribue à un fonds qui aide. Je n'ai jamais la prétention de résoudre totalement le truc. 3, à un moment, il y a un autre truc qu'il va falloir dans lequel la profession rentre, c'est d'expliquer qu'à un moment, le vrai bon calcul, ce n'est pas uniquement l'empreinte carbone, c'est l'empreinte carbone détaillée par ton nombre de jours sur place. Alors, c'est ATR qui est à fond sur ce truc-là et ils ont à fond raison. C'est vrai qu'à un moment, c'est débile d'aller faire un Paris-New York pour un week-end de 4 jours et de revenir. Ce n'est pas le même niveau
d'un point de vue global si tu vas y passer 15 jours ou si tu vas y passer plus de temps. Après, tu ne peux pas non plus refuser à des clients d'aller le faire, mais à un moment, là où il va falloir rentrer, c'est dans cette notion de coût carbone par jour de présence à destination. Et tu vas te À rendre compte que pondérer aussi avec l'impact positif qu'on donne aux populations à destination pour leur donner du travail, pour faire très très vite. Tout à fait. Mais à un moment, ça, c'est des actes dans lesquels il faut rentrer. Après, c'est facile à dire. Moi, je vends de l'aérien. Je ne vais pas interdire à quelqu'un qui veut acheter un Paris-Toulouse sur mon site pour faire l'aller-retour dans la journée. Je ne vais pas lui interdire de le vendre. Ça serait couper des ventes et à part perdre un client qui ne reviendra pas pour acheter son autre vol, je ne vais rien faire d'autre. Il y a certains tours opérateurs, je sais que Jean-Pierre Nadir sur Fairmove, il a coupé sa prod week-end sur certains axes. Bon, je ne vais pas en vendre beaucoup sur les axes où il a coupé, mais il y a un moment, tu peux aussi faire des choix en disant, moi, je refuse de vendre certains types de durée trop courte. J'ai entendu parler de tours opérateurs qui se spécialisent aujourd'hui aussi sur uniquement des séjours longs pour être dans cette philosophie-là. Et après, ça va être des créneaux de niche, mais tu peux aujourd'hui, à mon avis, monter des créneaux de niche sur des thématiques écologiques que tu vas pousser derrière. Et les petits ruisseaux font de grandes rivières. Toi, ton point, en fait, Frédéric Pillou, c'est de dire on informe le client et c'est le consommateur qui est acteur de ses choix et qui décide. Et en fait, ton rôle, il reste d'informer et pas de prendre le point en ayant l'engagement qui va plus loin. C'est ça? Non, c'est une partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est que sur les produits sur lesquels j'ai de la marge, j'accepte d'abonder un fonds collectif de la profession qui est fait par le CETO pour aider et contribuer à parce que décarboner, je ne sais même pas les mots qu'il faut utiliser. Il faut faire très attention sur le wording du mot. C'est parce que c'est contribuer. D'après ce que j'ai compris, il ne faut surtout pas dire compenser, mais contribuer. Contribuer à limiter le truc. Après, il faut être réaliste. La seule vraie limitation, c'est de pas voyager. Donc, c'est de pas consommer le truc. Hein. Mais on vend des voyages. Hein, soyons réalistes. Mais c'est faire partie de la solution et pas que du problème, quoi, entre guillemets. En tout cas, c'est d'apporter des clés pour et voilà, c'est faire partie de la solution. Effectivement, on n'est qu'un petit bout de la solution et il faut juste replacer notre petit bout à la hauteur duquel il doit être. Mais il faut faire tout ça tout seul, c'était compliqué, aller monter un fonds de subvention, choisir une assoce. En tout cas, pour tout ce qui est du tour operating en sens large, une initiative a été prise. Je pense que les EDV pour les agences de voyage pourraient avoir le même type d'initiative ou pas. Mais à un moment, chacun doit pouvoir se défendre en disant on ne fait pas juste rien. On fait des trucs à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, on contribue. À la fin, ça fait des gros chèques. Hein. Le CETO, là, le calcul qu'ils étaient à 1,1 million d'euros depuis le début de l'année de contribuer. Après, oui, individuellement, ça risque par le nombre de packs, c'est pas énorme, mais c'est mieux que de rien avoir fait. Et effectivement, il y a encore tout un chemin dans lequel on va tous devoir évoluer derrière tout ça. Après, soyons tous réalistes, ce qui nous tombera tôt ou tard dessus, c'est des taxes, parce que je ne vois pas comment on échappera à ça politiquement tôt ou tard. Et là, ça sera plus simple comme débat, mais ça ne dédonnera pas de faire quelque chose en parallèle. Après, pour recentrer un peu sur la partie aérienne, bon, après le taux du CETO, c'est vrai, on peut discuter parce qu'une fois que tu as calculé, après, c'est par combien tu calcules ta taux de carbone. Quand on voit les tonnes de carbone à 7,50 € dans le cadre du CETO, bon, c'est un autre sujet derrière, mais aussi complètement discutable. Mon point, tu as raison, c'est discutable, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire quelque chose. C'est l'initiative que je prends en compte. Après, sur la partie tarif, au niveau de l'aérien en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un sujet à ton niveau sur tout le monde, indépendamment du calcul, on sait qu'on va prôner plus pour des vols directs par rapport à des vols, par exemple, à escale. Sauf que derrière, tu as l'écueil du prix qui fait que pour le consommateur, c'est difficilement entendable. Ça. Donc, comment on fait pour se confronter à ce genre de sujet? Est-ce que, par exemple, à haut niveau d'Irwigo ou de Mr. Fly, est-ce qu'on va pousser les vols directs, mais sachant que quelque part, ils seront plus chers, donc ça ne va pas passer au niveau du consommateur? Comment vous envisagez ce sujet-là? Alors, je commence. Ouais, vas-y.
Bon, nous, c'est toujours un peu difficile. On est des distributeurs. Nous, on agit en fonction du besoin de nos clients B2B pour, in fine, le client voyageur. Donc, finalement, si le client il veut partir de sa ville de province pour aller à New York, s'il n'y a pas de vol direct, on n'aura pas forcément le choix de dire non, tu prends le train. S'il veut partir, il partira. Et s'il n'achète pas chez nous, il achètera ailleurs. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Après, nous, on peut quand même un petit peu agir et influer le choix du passager. Notamment, nous, on achète pas mal de stocks. Et nous, nos stocks, on va pouvoir décider si on prend du vol direct ou du vol via. Par rapport, pour aller n'importe où, hein, si le vol direct est là et qu'il est assez compétitif et ou qu'on négocie suffisamment bien avec la compagnie, parce que finalement c'est la compagnie qui va décider, et ben on va préférer le vol direct. Et ça, c'est quelque chose qui est en place chez nous déjà. On essaye de favoriser le vol direct dès qu'il est disponible, dès qu'il existe, et on accepte, en tout cas nos clients B2B, acceptent de payer plus cher s'il y a un vol direct qui est disponible. Alors évidemment, s'il est 500 € plus cher, ça se discute. Mais s'il est un peu plus cher, je ne peux pas vous dire 100, 200 €, mais en tout cas, c'est un choix qui est assumé parce qu'ils sont dans une démarche RSE assumée et qu'ils veulent montrer à leurs clients que leur voyage est plus responsable et que du coup, on fait des choix responsables aériens. Je rebondis juste par rapport à ce que vous disiez avant sur la durée du séjour. Certains de nos clients ont aussi décidé d'enlever certaines productions qu'ils avaient, eux. Ils sont partis, eux, sur dire 1 jour sur place par heure de vol pour aller à destination. Et ils ont enlevé comme ça pas mal de circuits. Voilà pour moi, pour cette partie. Bref, il y a des choses à faire. C'est difficile d'agir, mais il y a quand même des choses à faire. Il faut qu'on les assume. Niveau du tarif, c'est toujours un peu compliqué, mais quand on peut, il faut le faire. Pour rebondir sur la question, vol direct, vol indirect, bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la part du prix de vente qu'on a sur le prix global, hein, c'est-à-dire la marge qu'on a, elle est infime par rapport au prix. Donc finalement, notre capacité à favoriser l'un ou l'autre d'un point de vue pricing, elle est quasi nulle. Hein. Ça ne joue pas à notre niveau, ça. Même si on voulait favoriser l'un ou l'autre, ça serait des pouillèmes, donc ça n'aurait pas d'impact d'un point de vue client. L'autre réalité, c'est que c'est très compliqué quand tu vends le monde entier dans tous les sens de savoir quel va être le retour et le calcul fait par les GDS et ainsi de suite qui est derrière. Après, nous, on affiche hyper clairement les vols directs sur la homepage en direct. Et c'est toujours un rapport pricing, efficacité, contrainte client qui va être fait. Bon. Après, voilà. Aujourd'hui, la principale truc qui va lutter contre tout ça, c'est la hausse des prix de l'aérien, qui est aujourd'hui le meilleur mécanisme. Ça revient à mettre une taxe, hein, mais de limitation de l'offre. Et malheureusement, il y en a plusieurs à le penser, c'est ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Ça sera par des taxes ou par le carburant ou ainsi de suite. Le pricing va faire qu'on va limiter dans la réalité le nombre de voyages des gens. Après, la bonne nouvelle, c'est que le marché de l'aérien est un marché tellement énorme que même s'il est limité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour faire plein de choses dedans. Mais voilà, notre capacité d'action là-dessus est limitée. Et alors moi, quand je parle avec les TO qui utilisent mes flux, en fait, ils passent leur journée à se battre contre leurs concurrents qui sont 1 ou 2 € moins chers sur tel ou tel truc. Autant vous dire, ils ne vont pas s'amuser ils sont sur des places de marché ouvertes qui s'appellent Orchestra, par exemple, et le 1 € moins cher que le concurrent fait que tu remontes avant dans la liste de ton agence Carrefour ou Leclerc, et en fait, tu veux être avant. C'est ton seul point parce que c'est ça qui va driver ton business. Alors, c'est un peu moins le cas, je pense, des TO qui bossent avec Erigo, qui sont plus des TO d'aventure et ainsi de suite, qui sont dans leur univers et dans leur façon de vendre à eux. Donc, ils peuvent avoir ce parti pris-là. Quand tu es dans une mécanique de place de marché, aujourd'hui, les critères de filtre et de sélection de ta place de marché, c'est d'abord le prix. Et si tu n'es pas bon en prix, tu ne remonteras pas. Et si tu ne remonteras pas, tu ne feras pas de vente. Et ce sera ton gars d'en face qui le fait. Donc, c'est là où c'est difficile. Et c'est difficile de mettre un critère écologique sur un comparatif. Ouais.
allez, je vais prendre l'exemple, je suis l'agent de voyage Leclerc Voyage, je vais sur ma plateforme Orchestra et là, j'ai ma plateforme de 40 TO qui remonte et je cherche un voyage en Grèce. Je vais avoir 10 TO qui vont remonter. Sous quels critères écologiques je peux classer des TO? Donc, aujourd'hui, le critère qui prend le dessus, c'est le prix et les typologies de pension, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas mis en place quoi que ce soit qui permette de rentrer là-dedans de facto. Alors, peut-être que c'est vers quoi il faudra aller, mais c'est compliqué. Et là où il faut comprendre que c'est compliqué, c'est que cette première place te change tellement ton business que même si tu mettais un critère écologique, après, tu vas voir les gars. Et si ça devenait une attente de la personne qui est rentrée dans l'agence Leclerc, ils vont se battre pour afficher le mieux disant écologique. Mais vu qu'il n'y a pas de règle pour afficher le truc, tu mettras le mieux disant parce que ça change ton business. Donc, c'est là où c'est concrètement compliqué. Oui, c'est tout un combat entre le tarif, d'un côté, la clientèle qui va chercher le tarif, d'autre côté, la clientèle qui va chercher quelque chose d'un peu plus léger au niveau empreinte carbone. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on le voit clairement, c'est le coût du séjour qui va d'abord impacter le panier, on va dire, du client, qu'il soit B2C ou B2B, avant, en fait, la préoccupation vertueuse de l'empreinte carbone. Oui. Moi, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses, Frédéric Pillou, qu'en fait, si ça devait changer, en fait, le changement, il est attendu plutôt des distributeurs, du coup, qui mettraient en place ce critère-là. Et en fait, driver, s'il devait y avoir un changement, ce serait drivé plutôt par la distribution. Le changement, il ne sera réellement drivé que sur le fond si c'est la demande du client. Ok. Pour Parce toi, que si tu as un client qui arrive dans l'agence 1, 10, 12 et qui viennent et qui disent mon critère c'est ça, là tu verras que le changement il va aller vite. Si c'est toi qui fais le critère, que tu le mets en avant et qu'en fait tu n'as personne qui te demande, Ok. Après, sur la question prix, dans les comparateurs, il y en a certains qui font une proposition du meilleur vol, qui est un compromis entre du prix, du délai, etc. Est-ce que ce serait envisageable qu'une partie carbone soit incluse là-dedans pour que vous puissiez proposer, le client décide, vous puissiez proposer en gros votre meilleur compromis, intégrant cet aspect-là? Déjà, souvent, quand tu as le meilleur truc remonté, tu devrais te poser la question de combien la compagnie qui remonte là a payé pour être là. Règle de base du e-commerce. Parce qu'un emplacement comme ça recommandé, ça veut dire un emplacement monnayable sur n'importe quelle place de marché. Donc, voilà ma première réflexion quand j'ai un emplacement comme ça sur un site e-commerce, c'est le gars, il a payé combien pour être là? Passer ce petit aparté souvent très vrai. Il y a tellement de cas et tu peux recommander un vol avec escale dans certains cas. Hein. La question, c'est quoi le critère? En fait, à un moment, il faut donner l'info au client et à un moment aussi considérer que c'est à eux de choisir. Les recos, faire des recos, c'est tellement compliqué en fonction du profiling du client que tu as en face de toi que et après, c'est souvent du bon sens et les moteurs aussi sont aujourd'hui tournés pour effectivement répondre avec toutes les combinaisons de prix, mais aussi en 2 secondes, tu peux trier vol direct. Et finalement, le plus écologique, quoi qu'on en dise, ça restera le vol direct. Mais si ton vol direct, il n'est pas pratique ou s'il est à 6 heures du mat versus tous les autres, à un moment, tu fais quoi? Je n'ai pas de solution à ça, en fait. Et Vincent, toi, ton niveau, ce que tu en penses? Est-ce que justement, toi, tu estimes que vous avez un rôle par rapport à ça, de proposer, entre guillemets, le meilleur vol, intégrant peut-être ces sujets-là, pas uniquement sur des sujets de tarifs et voire même de praticité du vol? Oui, totalement. Et encore une fois, comme dit Frédéric, c'est toujours compliqué parce que c'est le client qui choisit, il a des filtres et ça remettra en cause un peu les pré-choix qu'on peut faire. Mais in fine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Nous, on a 3 pré-choix, le plus rapide, le moins cher et finalement ce qu'on appelle un choix Erwigo, qui est un rapport prix-rapidité dans lequel on intègre aussi la notion d'émission carbone. Encore
une fois, c'est après choix. Si le client ne le veut pas, il ne le prend pas, il n'y a pas de souci. Et comme il y a des impératifs d'horaire, nous, on a aussi des impératifs, vu qu'on vend qu'à des TO, les agences de voyage, qui ont des impératifs terrestres à l'arrivée. Si le choix qu'on a décidé, il arrive trop tard alors qu'il y a un transfert à l'arrivée, bah, ça ne va pas non plus. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Nous, on met notre recommandation en toute transparence. Ce qu'on choisirait, nous, comme ça, sans connaître toutes les contraintes que peuvent avoir et le client et le tour opérateur, ils le prennent, ils ne le prennent pas, mais on a donné l'information. Voilà, c'est ce qu'on a vu un petit peu à travers nos échanges. En fait, du coup, vous pouvez informer, vous pouvez éclairer, vous pouvez aller à la pêche aux données justement pour proposer en fait peut-être des choix à faire, etc. Mais dans tous les cas, le client, c'est un consommateur, comme on dit. C'est lui qui va prendre la décision, que ce soit pour son transport comme pour sa vie courante. Donc, du coup, on va voir un petit peu, est-ce que dans un futur, on pourrait penser, voilà, certains, on l'a vu tout à l'heure, notamment avec Frédéric, justement, il y en a qui ont des partis pris de ne plus proposer des vols sur des week-ends, de ne plus plutôt proposer du train plutôt que d'éviter, pour éviter justement des vols intérieurs supplémentaires, etc. Est-ce qu'on vous pensez tous les deux qu'à l'avenir, on pourrait justement arriver à des critères où on va tout doucement, plutôt que de simplement éclairer, devenir nous-mêmes, en fait, en tant que professionnels du tourisme, des acteurs de ce parti pris et imposer, en quelque sorte, aux clients il n'y a peut-être pas de bons choix, mais on va dire de meilleurs choix, justement pour limiter cet impact carbone, notamment au niveau des transports aériens, puisqu'on est sur ce sujet. C'est une grande question. Hein. Bon, je vais commencer. Oui, clairement, à l'avenir, le secteur du tourisme a certaines clés pour faire changer les choses. Certaines. Et je vais élargir même un peu la question, parce que ça va être un choix de société global. On ne peut pas faire, nous, le secteur du tourisme, dans notre coin, sans penser aux impacts et à l'inertie qu'il peut y avoir dans tous les autres secteurs. C'est clair que nous, on peut faire des choses. In fine, c'est quand même le client voyageur qui va décider. Même si nous, on décide quelque chose, si le client veut faire, il le fera d'une façon différente. Du coup, il y a de la pédagogie à faire, mais globale, au niveau de la société. Et ça passe par la législation, peut-être, qui va pouvoir influer les choses. On parlait de taxes, mais c'est aussi arrêter peut-être de subventionner les low cost ou des compagnies pour qu'elles arrivent dans certaines villes. Ça peut être aussi, ils l'ont déjà fait, supprimer les vols de moins de 2 heures, les vols s'il y a un substitut par train qui dure de moins de 3 ou 4 heures, je ne sais plus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des ruptures technologiques qui vont arriver et qui vont changer la donne d'ici quelques années. On parle aujourd'hui du SAF, du fuel, de l'agrocarburant, qui a aussi ses limites. Ça peut être des avions à hydrogène, qui aura aussi ses limites. Il y aura plein de petites pistes de partout qui vont apporter quelque chose dans le mix global du voyage futur. Et il faudra tous les faire. Chacun aura ses vertus, chacun aura ses limites. Et il faudra se battre sur tous les fronts. Et nous, dans le tourisme, on aura notre pierre à porter à l'édifice et il faudra le faire et y aller à fond. Frédéric, tu veux ajouter quelque chose dessus ou pas? Moi, je préciserais que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, d'acteurs, qui oublient qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et alors, je ne parlerai pas des agences de voyage, mais souvent, les agences de voyage doivent aussi... tu ne peux pas que attendre que ça vienne de tes fournisseurs. C'est-à-dire, à un moment, tout le monde doit se prendre en main pour faire des petits bouts de trucs. Tout sera imparfait, mais si chacun fait un petit bout, ça te permet de faire un bout de ce chemin-là. Ça permet aussi d'avoir quelque chose à raconter à son client. Parce que tu ne peux pas lui dire que tu fais tout, mais si tu as un storytelling de ce que tu fais, de là où tu es, des limites de ce que tu fais, parce qu'il faut bien en être conscient, mais aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas avoir et ne pas enclencher une démarche de ce type-là. Et je pense qu'en fait, la demande aujourd'hui d'un point de vue client est encore réduite là-dessus, mais par contre, je pense qu'il y a des business à créer là-dessus, qu'il y a des parts de marché à les récupérer là-dessus. Elles sont peut-être marginales et aujourd'hui sur des niches, mais qui vont avoir tendance à grossir. Alors après,
aller vendre du train, pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas légitime, sur lesquels on est sur des marchés qui sont encore principalement des monopoles d'État, même s'il y a 2 lignes en France ouvertes à la concurrence. Il y a un moment, il faut aussi voir la limite de nous, acteurs du voyage, à être crédibles, à vendre du train. Et en plus, à gagner notre vie avec ça, ce qui est encore un autre débat. C'est là où on ne peut pas tout attendre d'acteurs du voyage. Notre cœur métier, c'est quand même d'envoyer des clients, souvent en aérien, assez loin de France. Notre légitimité à vendre de la France ou du proche France est aujourd'hui pas le critère le plus évident et de pourquoi on va dans une agence de voyage. Alors, on va rester un petit peu donc sur responsabilité et aérien. On va conclure tout doucement en fait notre sujet. Je pense que tout le monde sait que le 25 avril, il y a eu le fameux accord européen donc sur le SAF avec les exigences minimales en matière de carburant qui va être appliqué à partir de 2025. Donc, ils veulent tout doucement atteindre pour 2025 2% de carburant écologique dans l'aviation pour aller vers 70% en 2050, ce qui nous laisse en gros 25 ans de plus, ce qui est quand même énorme. Et est-ce que, voilà, on va un petit peu en discuter. Est-ce que déjà, il faut savoir que ça va être appliqué au niveau européen, qu'au niveau européen, on est à plus de 13% d'émissions totales de CO2 qui proviennent des transports, justement, de l'Union européenne. Et suite à cet accord européen sur le SAF, on a vu déjà des compagnies aériennes européennes qui ont commencé un petit peu à monter au créneau en disant pourquoi nous, on va être imposé à cette nouvelle législation en Europe, tandis que les compagnies hors UE, justement, vont toujours continuer à faire à leur sauce. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cet accord? Oui, c'est quelque chose en plus pour ma part, qui vient contribuer justement, on va dire, à la relation vertueuse entre le transport aérien et justement la réduction des émissions carbone. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez de cet accord européen? Est-ce que vous pensez que ces 70% vont être atteignables en 2050, ce qui n'est pas si loin? Et comment on va pouvoir mettre ça en place? Donc, du coup, vos indicateurs sur vos sites respectifs vont encore changer puisque du coup, l'empreinte carbone ne sera plus les mêmes. Donc, on aura une nouvelle mise à jour de data à partir de ce moment-là. Alors moi, allez, je commence. Tout ça, ça me paraît très lointain, très gros, en fait, ça nous dépasse. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas qu'il rentre dans ces cycles-là. Mais entre guillemets, on verra comment ça se passe et ainsi de suite. Mais là-dessus, on n'y peut strictement rien à notre niveau. Est-ce que ça sera atteint ou pas? Pareil, et je pense que personne ne sait répondre. Et je fais confiance au lobby des compagnies aériennes européennes pour orienter le débat comme elles voudront dans le bon sens. Moi, le seul truc que je trouve que la Commission européenne a raté sur le coup, c'est qu'elle aurait dû imposer les jets privés de voler à 100% sur ce type de carburant dès maintenant, parce que ça, c'était possible, ça, c'était facile, ça aurait été une mesure qui parlait à la fois politiquement et qui était totalement faisable. Au lieu de dire que là, on va parler de 3, de 5, de 10, de machin, bon bref, on est encore dans un truc incompréhensible qui va prendre des années. Il y avait des petits trucs à faire très simples. Et il y a d'autres petits trucs à faire très simples qui sont beaucoup plus évidents. C'est quand on parle de transport aérien, il ne faut pas oublier que dans le transport aérien, il y a beaucoup de lignes qui sont sur du business travel et ainsi de suite, ultra répétitifs avec des allers-retours par jour. Je crois que la ligne, je n'ai pas de data récente, mais la ligne la plus fréquentée d'Europe, c'est le Paris-Toulouse, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une des 5 plus grosses. Et on peut même se poser la question si on doit réduire notre empreinte carbone est-ce que ça a vraiment un sens de prendre l'avion sur le Paris-Toulouse? Ça a amené d'autres questions sur faire une ligne de train entre Bordeaux et Toulouse. Mais le transport aérien, c'est quelque chose de global. Si on veut réduire, il faut aussi se poser les vraies bonnes questions. Et pour moi, on fait beaucoup d'artifices sur des sujets tiers, alors que si on regardait le transport aérien sur certaines lignes, il y a des trucs qui sont déjà totalement remplaçables par du train et qu'on ne fait pas parce que politiquement, derrière, il y a des enjeux énormes. L'autre première ligne aux États-Unis, je crois que c'est le Boston-New York, sur lequel il n'y a pas de ligne de chemin de fer. Boston-New York,
c'est comme le Paris-Marseille, hein. Il ne devrait même pas y avoir de débat, voilà. C'est comme ça qu'il faut se poser les questions. C'est où est-ce que l'aérien est indispensable? Pourquoi l'aérien est indispensable sur certains trucs? Et je pense qu'il est indispensable sur certains trucs, et en particulier pour notre activité et notre business, que je trouve qu'il y a un rôle social mondial évident. Mais à un moment, il va falloir aussi accepter de dire, sur certains trucs, ça n'a plus aucun sens. Voilà pour Oui, moi. en fait, le problème, entre guillemets, il n'est pas pris forcément du bon côté, il est pris par un bout. Mais du coup, en fait, si on veut, entre guillemets, couper un peu les ailes à l'aérien, pour le jeu de mots, il faut aussi investir dans d'autres transports, etc., plutôt que de tout de suite charger l'aérien avec je dis pas des complications, mais avec des solutions, qu'elles soient définitives ou provisoires. Ça, l'avenir nous le dira. Mais voilà, en fait, il faut compenser tous les côtés et pas seulement sur un canal. La première compensation, c'est la réduction, hein. Et in fine, c'est le seul vrai truc. Et si on veut réduire, on peut déjà le faire, mais c'est des vrais actes politiques forts. Et qui dit actes politiques forts, dit personne ne veut les prendre comme d'habitude. Mais il y a des vrais trucs à faire, soyons concrets, Oui. qui sont faisables et pas à des horizons si lointains que ça et qui ont un vrai impact colossal. Oui, mais en fait, c'est un global, c'est politique à la fois, puisqu'il faut créer plus de lignes, d'autres transports, etc. C'est aussi des partis pris, comme tu le disais tout à l'heure, le parti pris des agences, de proposer, par exemple, du train sur des lignes plutôt que d'éviter un vol intérieur, comme le faisait Frédéric, comme moi, je le fais également dans notre agence. Donc, du coup, en fait, voilà, c'est mis bout à bout, on va pouvoir réduire les empreintes carbone. Mais là, en fait, la législation, elle attaque l'aérien directement sans penser, en fait, à tout ce qui peut se faire à côté, quoi. Voilà. Dit autrement, elle n'attaque pas le vrai sujet parce qu'il y a un lobbying derrière pour ne pas attaquer le vrai sujet. C'est ça. Tu as un avis sur la question, Vincent? Oui, déjà sur les SAF, j'ai un avis. Il faut le faire, quoi qu'il arrive, il faut le faire. Après, ça a ses limites. Aujourd'hui, les constructeurs d'appareils Boeing, Airbus, ils sont capables, à date, de prendre 50% de leur kérosène en mode SAF. Donc, ce n'est pas un problème de technique. Aujourd'hui, c'est un problème du tarif de ces agrocarburants. Ensuite, c'est très bien de passer à 70% l'objectif de passer à 70% de SAF dans le plein d'un avion, mais il faut faire attention à ces effets d'annonce qui peuvent être juste un effet d'annonce. Aujourd'hui, dans les SAF, il y a deux types d'agrocarburants. Il y a la première génération qui peuvent venir en concurrence d'apport plus vital. On va dire aujourd'hui, c'est des céréales qui peuvent être à destination alimentaire. Du coup, à un moment, il va falloir choisir si on préfère manger ou si on préfère prendre l'avion. À côté de ça, il y a des SAF, des agrocarburants de seconde génération qui, eux, ne viennent pas en concurrence de l'alimentaire, d'espace en tout cas qu'on pourrait utiliser pour l'alimentaire, mais qui ont le problème d'être très diffus dans l'espace, qu'il faut réussir du coup à concentrer pour pouvoir qu'ils soient exploitables. Dans l'idée de les condenser, de les empiler, il ne faut pas que ça soit non plus hyper émetteur de CO2, sinon on s'y perd. Et finalement, ça coûte très cher aussi de condenser tout ça. Donc 70%, ça semble difficilement, à mon sens, atteignable. Après, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas autre chose, mais des lectures que je fais, scientifiques, académiques, etc., ça reste compliqué. Alors, on n'est pas à l'abri des innovations de rupture qui permettent de faire tout ça. Mais en tout cas, il faut faire attention avec ça. C'est clair que le SAF a une ambition de verdir un petit peu l'aérien, mais ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas la solution qui va tous nous sauver. Comme je disais plus tôt, c'est plein de petites améliorations qui vont venir. Même si le SAF, ça me permet de réduire à 50% les émissions de CO2, un aller-retour New York, c'est toujours 1200 tonnes. Enfin, 1,2 tonnes, ça fera toujours 600 kg de CO2 par personne juste pour un aller-retour, alors que l'objectif en 2050, c'est 2 tonnes par an et par habitant. Donc, ça fait toujours un quart, et on aura juste fait un aller-retour en avion, ce ne sera pas nourri, on ne sera pas logé, on n'aura pas chauffé, on n'aura rien fait d'autre. Du coup, effectivement, comme disait Frédéric à l'instant, c'est la réduction qui va être le meilleur vecteur de réduction des émissions de CO2. Une diminution de l'usage du produit aérien, ça c'est clair. Comme je disais aussi plus tôt, il y a une refonte un peu de notre modèle, de notre paradigme touristique.
Aujourd'hui, aller faire un aller-retour à Cancun pour aller prendre un bain de soleil, ce sera peut-être plus l'avenir. Il faudra faire des voyages plus longs, peut-être moins loin ou pas, mais en tout cas plus longs. On peut jouer sur le prix, on peut jouer sur la quantité, on peut jouer sur les innovations techniques, et tout ça, il faut les combiner pour essayer de réduire au maximum. Merci Vincent. En fait, le tourisme de demain, c'est repenser tout simplement notre mode de fonctionnement et de consommation du voyage. Est-ce que toi, Vincent, et toi, Frédéric, vous avez un message à adresser justement aux pros du secteur qui hésitent encore à se lancer sur le sujet justement de l'affichage de l'impact carbone, qui hésitent justement à se lancer dans cette conviction de l'affichage au niveau du CO2 dans l'aérien? Un message, alors moi, mon message, c'est que je considère que ça devient une obligation, mais quel que soit le secteur, quelle que soit l'industrie, et pas spécialement réservé au tourisme. Donc, Exactement. on est tous obligés de faire quelque chose. Donc, ça inclut aussi nos métiers. Et donc, c'est pour ça que chacun doit prendre sa part sur le sujet. Et sur le fond, ça devient un enjeu business d'avoir quelque chose à raconter là-dessus. Tout à fait, c'est plus un enjeu professionnel de sauvegarder du business. Là, pour moi, c'est une responsabilité civile, humaniste presque, de se pencher sur le sujet. Et si au travers de cette... on peut en faire quelque chose de vertueux, de dire on vend quelque chose du voyage un peu plus vert, sans que ça tourne dans le greenwashing. Il faut que ça soit vraiment profond et honnête, etc. Mais ça peut devenir un argument pour faire du business. Le business, il y aura toujours du business et du business à faire. On peut faire tout ça de façon plus verte. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire parce que ça va être de plus en plus une demande client, ça c'est sûr, à court ou moyen terme. Ça va aussi être une obligation législative de faire tout ça. Du coup, ils n'auront pas non plus le choix. Et comme je disais au début, il faut que ça soit aussi une prise de conscience civile pour faire ce genre de choses qui soient plus vertueuses pour l'environnement. Mais ça commence tout con, c'est juste de faire son empreinte carbone. Il y a plein de sites qui permettent de le faire. Et après, à partir de là, on peut parler. On peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On peut comparer d'année en année si on s'est amélioré, pas amélioré. Et ça, il faut que ça soit le cas d'un point de vue civil, perso et professionnel aussi. Merci Vincent, merci Frédéric. En fait, il n'y a pas de petits débuts, il n'y a pas de petites avancées. En fait, tout simplement, faisons-le, quoi. Faisons-le et comme il disait tout à l'heure Frédéric, on avancera tous ensemble. Et l'autre Frédéric disait aussi, les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc mettons-y tout simplement. Et l'avenir, plus on y est, plus ça changera. Merci en tout cas à tous les deux pour cet échange qui était vraiment passionnant et je pense que il y a encore un beau futur pour nos métiers. Et merci, je voulais vous remercier tous les deux là, pour la qualité des échanges, parce que je pense que c'est des sujets qui sont compliqués, qui ne sont pas forcément faciles à gérer, j'imagine bien, au sein de vos entreprises respectives. Donc, vraiment merci pour la franchise, la sincérité de ce que vous avez exprimé aujourd'hui. C'est complètement dans l'esprit de Respire, je pense, à ce type de rencontre qu'on a eu aujourd'hui. Donc, encore merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à tous nos adhérents. Et puis, Frédéric et Vincent, merci encore. Comme disait Eric, moi, j'avais beaucoup apprécié votre authenticité, même dans les points difficiles, etc. Je pense que ça permettra à pas mal de gens d'être moins dans le jugement. Je pense que moi, c'était sur certains points, j'ai moi-même des fois été dans le jugement en me disant pourquoi ça avance pas plus vite, un petit peu de l'impatience. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont à la fois dans le secteur et hors secteur, un peu dans cette idée d'impatience. Et c'est quand même pas mal de pouvoir comprendre qu'en fait, c'est pas si simple que ça, qu'il y a plein de contraintes, qu'il y a des